Priorité au direct, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République accompagné par sa femme Carla Bruni Sarkozy, vient de sortir de son domicile. Nicolas Sarkozy qui va se rendre à la prison de la Santé dans le 14e arrondissement. Il se trouve actuellement dans le 16e arrondissement. Et il va aller dans le 14e arrondissement où il doit se rendre à 10h. Il doit y être en tout cas à 10h. Sachez qu'un rassemblement de soutien à Nicolas Sarkozy a été organisé ce matin dès 8h30 tout près de son domicile. On entend d'ailleurs plusieurs personnes crier son nom, venus pour le soutenir. Sont présents à ce rassemblement ses enfants, Jean Sarkozy, Julia Sarkozy, mais également Louis Sarkozy accompagné de sa femme. Voilà, Sarkozy qui ces images historiques de Nicolas Sarkozy, premier président sous la Ve République qui va être incarcéré en France. Voilà, c'est une première. Christophe, vous avez une réaction? Christophe Dansette. Oui, on voit Nicolas Sarkozy dans cette manifestation qui a été organisée par son fils Louis Sarkozy. Il y a beaucoup de monde et on a vu tout à l'heure l'ensemble de la famille. On a vu aussi le maire du 16e, Jérémy Redner. Et donc tous ces soutiens pour cette première en France, un président incarcéré. Il y a eu plusieurs condamnations de présidents, notamment Jacques Chirac, mais c'est le premier à passer par la case prison malgré sa condamnation encore non définitive puisqu'il a fait appel. Oui, il a fait appel et voilà, il va se rendre. Donc il pourrait peut-être parler à la presse, parler aux journalistes. En tout cas, c'est ce qui avait été indiqué. On ne sait pas encore s'il va s'adresser. On va aller rejoindre Julie Dungelov qui se trouve justement dans le 16e arrondissement tout près de Nicolas Sarkozy. Julie, dites-nous, ça y est, Nicolas Sarkozy il ne va pas parler à la presse, il va donc prendre directement la direction de la prison de la Santé. Tout à fait, Nicolas Sarkozy qui vient de rentrer dans sa voiture, qui a été très largement applaudi par cette foule qui est venue aux alentours de son domicile. Au moment où je vous parlais bien, la voiture de Nicolas Sarkozy démarre. On peut voir Carla Bruni Sarkozy qui est aux abords de cette voiture, ainsi que de nombreux soutiens, ses enfants évidemment, ses petits-enfants, mais également des soutiens politiques de premier ordre comme Henri Guénaud. C'est un rassemblement qui, je vous le rappelle, avait été à l'initiative de son fils Louis Sarkozy, dans le but d'afficher un soutien pour son père, dans le but également de montrer un soutien médiatique. Carla Bruni qui vient saluer les différents soutiens qui se sont rassemblés ici ce matin, les mains jointes. Et on peut voir également les enfants de Nicolas Sarkozy. J'essaye d'écouter ce que dit Carla Bruni Sarkozy. Elle remercie les gens tout simplement et remercie les différents soutiens de son mari, Nicolas Sarkozy, qui est donc en route à présent vers la prison de la Santé. Oui, voilà, et on va suivre évidemment ce trajet de Nicolas Sarkozy vers la prison de la Santé. Est-ce que cette image de Nicolas Sarkozy qui se rend vers la prison, est-ce que c'est quelque chose d'humiliant pour un ancien président de la République? Alors, j'étais en train de penser qu'il y avait... Il voulait y aller la tête haute, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il semble le faire, puisqu'il est rentré dans sa voiture. Ce que j'ai trouvé assez marquant, c'est qu'il rentre dans sa voiture et son service de sécurité, son chauffeur, et qu'il va rentrer avec les policiers qui étaient chargés de sa sécurité. Et il va être confié finalement à d'autres policiers qui ne sont pas chargés de sa sécurité, mais de sa surveillance. Donc on passe d'un monde à l'autre avec cette voiture finalement en symbole, cette voiture noire qui est la sienne et pas une voiture de police lambda. Et nous a rejoint sur ce plateau notre chroniqueur international Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier, vous avez vu ces images de Nicolas Sarkozy. On en parlait tout de suite avec Christophe Dansette. Il veut y aller la tête haute en prison. Est-ce qu'il y va la tête haute aujourd'hui, Nicolas Sarkozy? Ou est-ce que c'est une image qui est humiliante pour un ancien président de la République? C'est jamais joyeux, simplement. La question d'aller la tête haute en prison,
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que le fait d'aller à tête haute, c'est de dire je suis innocent? Et dans ce cas-là, oui, on y va à la tête haute. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on remet en cause aussi la décision de justice. Bon. Est-ce que y aller la tête baissée, c'est aussi une forme d'admission de sa culpabilité? Bref, il faut se méfier de ces formules parce que autant Nicolas Sarkozy, bien sûr, a intérêt à se présenter comme celui, au fond, qui résiste à l'adversité, autant je ne suis pas sûr que le débat public s'en trouve renforcé ou amélioré, dans la mesure où vous voyez bien que tout le débat autour de la condamnation et l'incarcération de Nicolas Sarkozy, malheureusement, est avant tout un débat d'a priori idéologique. Soit on dit cette peine est inadmissible, on s'attaque à un chef d'État, soit d'autres disent au contraire, il fallait montrer qu'on peut, pardonnez-moi l'expression, mais qu'on peut se payer Sarkozy et l'envoyer en prison. Tout ça n'a rien à faire avec la justice, et c'est ça le problème, c'est que le débat public obéit à des injonctions auxquelles la justice, mon Dieu, devrait pouvoir échapper. En tout cas, on a vu, il a reçu beaucoup de soutien de la part de sa famille politique à droite, mais aussi de centristes. Oui, mais parce que alors le centrisme, si vous voulez, alors il y a aussi une kyrielle de nuances sur le centrisme français, mais c'est aussi des gens qui ont été associés au pouvoir de Sarkozy. Et vous voyez bien, encore une fois, il y a quelque chose. Je lisais récemment une tribune de soutien à Nicolas Sarkozy qui disait que l'homme avait été admirable à la tête de l'État. Qu'on le pense ou qu'on ne le pense pas, ça n'est pas la question. Ça n'est pas la question qui est posée, enfin qui a été posée au jury et à ceux qui ont tranché. Donc là encore, ne nous déplaçons pas sur un plan du jugement du personnage ou de ce qu'il a fait politiquement, parce qu'on pourrait aussi dire l'inverse. On pourrait aussi dire le bling-bling, le mépris vis-à-vis de ce qu'il a appelé la racaille, souvenez-vous, etc., etc. C'est lourd aussi. Le fait, ça me revenait tout à l'heure, d'avoir passé le lendemain de son élection sur le yacht Paloma de M. Bolloré, qui est devenu entre-temps le mania de l'extrême droite, de la presse d'extrême droite. Tout ça, il ne faut pas l'oublier, mais ça n'est pas une justification de la condamnation. Et la condamnation doit porter, alors là on pourrait évidemment faire une émission entièrement là-dessus, mais doit porter sur la réalité de l'infraction, ou de la contravention de l'infraction commise. On va aller tout de suite rejoindre notre envoyée spéciale à la prison de la Santé, Marie Schuster. Marie, vous êtes donc à la prison de la Santé. Nicolas Sarkozy devrait arriver dans quelques instants, dans à peu près une quinzaine de minutes, une dizaine de minutes peut-être. Dites-nous, racontez-nous l'atmosphère qu'il y a autour de vous. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de journalistes? Bien, écoutez, Cérine, ici, il y a plusieurs centaines de journalistes qui se pressent pour guetter l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Son conseiller en communication est venu vers nous il y a à peine quelques secondes pour nous expliquer que Nicolas Sarkozy arriverait depuis le bout de cette rue de la Santé qui se trouve juste derrière moi. Sa voiture s'engouffrera directement via l'entrée principale de la prison de la Santé pour ressortir quelques minutes plus tard. Ici, vous pouvez le voir, un cordon de sécurité important a été déployé. Plusieurs centaines de CRS bloquent complètement cette rue de la Santé aux abords de la prison pour laisser place au convoi. Et puis, suite à son incarcération, suite à son entrée au sein de la prison de la Santé, les avocats de Nicolas Sarkozy devraient venir vers nous, les journalistes, pour faire une déclaration. Merci beaucoup, Marie Schuster. Alors évidemment, on se demande dans quelles conditions sera détenu Nicolas Sarkozy. Je vous propose d'écouter le récit de Natalia Odisharia. Un sac, 2 volumes du Comte de Monte Cristo, une biographie de Jésus, quelques photos personnelles. C'est tout ce que Nicolas Sarkozy est autorisé à emporter avec lui. Ce mardi, l'ancien président de la République est incarcéré à la prison de la Santé à Paris, très probablement placé au quartier réservé aux personnes vulnérables, à l'abri, isolées, sous surveillance renforcée. Un régime déjà appliqué à d'autres personnalités politiques. L'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, est lui aussi passé par l'isolement dans cet établissement. Sa cellule, une pièce standard de 11 mètres carrés, un lit simple, une fenêtre scellée, des sanitaires intégrés. Pour des raisons de sécurité, une seule écharpe lui est autorisée, 1 mètre de longueur, pas plus.
Mais Nicolas Sarkozy pourra recevoir la visite de ses proches 3 fois par semaine. Il aura aussi accès à un téléphone sur écoute avec une dizaine de numéros préenregistrés et des promenades seules à l'écart des autres détenus. Il pourra également avoir accès à une salle de sport, acheter des produits d'hygiène ou d'alimentation via un catalogue. Dans une interview, Nicolas Sarkozy déclare vouloir profiter de ce temps pour écrire un livre sur cette expérience, mais pas sûr qu'il en ait le temps. Dès les premières heures de sa détention, ses avocats déposeront une demande de remise en liberté. La cour d'appel a 2 mois pour se prononcer. Alors Gauthier, on vient de voir ces conditions de détention de Nicolas Sarkozy, une cellule d'à peu près entre 9 et 12 mètres carrés, 3 parloirs par semaine. Est-ce que c'est des conditions dans lesquelles un ancien président de la République doit être détenu ? Écoutez, ça a au moins le mérite pédagogique, je dirais, parce qu'on n'est pas tous au courant des conditions d'incarcération des personnes condamnées. Là, ça nous éclaire, tout en voyant bien qu'il s'agit quand même d'un régime. Alors, je dirais pas de faveur. Enfin, c'est pas la cellule où il y a 2 matelas par terre, puisque la santé est presque, est en surpopulation carcérale, et ça n'est pas nouveau. Donc, est-ce que c'est une condition par rapport à, est-ce que c'est une condition digne d'un ancien président de la République ? Un justiciable, quel qu'il soit, ne peut pas échapper à une peine de prison dont la première des fonctions est la privation de liberté. Et à partir de là, la privation de liberté doit-elle s'adjoindre d'un certain nombre de mesures, comment on pourrait dire, vexatoires ? Vaste question. Si vous avez 4 heures, on fait la disserte ensemble. Non, je voulais dire par là que il est toujours surprenant de constater, par exemple, que des chefs d'État qui ont été condamnés alors pour des choses beaucoup plus graves, je pense par exemple à ce qui a touché un certain nombre de responsables de l'ex-Yougoslavie, dont Slobodan Milosevic, qui est mort à Scheveningen, la prison des Pays-Bas, dans un appartement à peu près luxueux. Bon, est-ce que là, la chose était justifiée ? Non, en principe, si vous voulez... on ne juge pas la qualité d'un personnage, qualité au sens de ce qu'il a comme compétence, de ce qu'il a eu comme fonction. On juge un individu, quel qu'il soit, sur ce qu'il est supposé avoir fait ou sur ce qu'il a fait. Et ça, c'est le principe de l'état de droit, c'est-à-dire qui que vous soyez, vous pouvez être la présidente de la République, vous pouvez être la plus grande écrivaine, que sais-je encore, vous êtes jugé si vous avez commis une infraction. À partir de là, la question que vous me posez, elle est aussi la question de l'univers carcéral français. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont manifestement insupportables et inadmissibles, c'est l'ensemble du système carcéral qui est en cause. Et dans ce cadre-là, je ne crois pas que les conditions de détention de Nicolas Sarkozy soient les pires. En tout cas, on voit sur ces images à gauche le cortège qui accompagne Nicolas Sarkozy vers la prison de la Santé. À droite, la prison de la Santé avec un dispositif de sécurité renforcé. On va retourner dans le 16e arrondissement. C'est le lieu de résidence de Nicolas Sarkozy et Carla, sa femme. On va retrouver Julie Dungelov, toujours présente au rassemblement de soutien. Julie, vous avez un invité. Oui, tout à fait. Écoutez, il y a quelques dizaines de personnes, peut-être centaines de personnes qui se sont rassemblées dès 8h30 ce matin à l'appel de Louis Sarkozy, le fils cadet de Nicolas Sarkozy, pour montrer leur soutien à l'ancien chef de l'État. Parmi eux, Jackie Simonin, vous venez de Pavillon-sous-Bois. Pourquoi c'était important pour vous d'être présent ce matin ? D'abord, c'était pour protester contre la justice qui, à mon avis, est injuste et qui va mettre un ancien président de la République en prison. Alors que bien des délinquants, des trafiquants, des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire sont libres dans nos rues. Donc je trouve que c'est une injustice. C'est pourtant une enquête qui a duré plusieurs années. La justice qui a fait son travail et a fait œuvre. Vous, qu'est-ce qui vous choque dans cette décision de justice ? Ce qui me choque, c'est qu'on le mette un ancien président de la République en prison. C'est un symbole. Je pense que c'est un symbole pour la justice qui veut montrer l'exemple. Alors que c'est un homme... On peut contester ou avoir des idées différentes sur le personnage, mais c'est quelqu'un qui a donné beaucoup à la France
Et je trouve que c'est injuste pour l'image qu'un ancien président de la République se retrouve en prison. Je pense qu'il ne va pas y rester longtemps. Et je pense que c'est un combattant et que ça va plutôt lui servir. Merci beaucoup, Jackie. Et c'est vraiment le mot d'ordre de tous les gens qui sont présents ici ce matin, qui sont choqués de voir en effet un ancien président de la République incarcéré derrière les barreaux. Et l'idée de ce rassemblement, c'était que Nicolas Sarkozy apparaisse entouré au moment où il s'engouffrait dans cette voiture qui le mène à la prison de la Santé. Merci beaucoup, Julie Dungeloff. Gauthier Rybinski, vous vouliez réagir à ce que vient de dire ce soutien à Nicolas Sarkozy ? C'est très intéressant parce que vous voyez que dans la société française, vous avez une opinion quand même majoritairement partagée qui consiste à dire les élites s'en sortent toujours. Elles passent par les trous de souris, par le trou de la serrure pour échapper à des peines qu'elles mériteraient. Et là, vous voyez que ce que ce monsieur disait, c'est quand même un ancien président de la République. C'est-à-dire, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, comme si on désacralisait la fonction présidentielle et partant le personnage qui l'a occupé. Et là, vous vous dites, mais où est le juste milieu ? Dire que les élites ne sont pas considérées comme les autres, et en même temps, quand il y en a une, dire, ah ben non, c'est trop. Eh bien, ce monsieur répond lui-même à la question, c'est-à-dire que nous sommes aussi dans une époque où on va dire, la droitisation de la société française justifie beaucoup de choses. Parce que ce que ce monsieur dit, d'autres auraient beaucoup à y faire en prison, et notamment des trafiquants qui n'ont pas à être sur notre territoire. Évidemment. Et bien sûr, c'est les étrangers. Voilà où on en est. On revient à l'immigration. Oui, mais bien sûr, c'est en ce sens que je disais tout à l'heure que la position que l'on a face à Nicolas Sarkozy, c'est une question, malheureusement, qui suit des injonctions politiques. De la même manière qu'à gauche, on se réjouit de l'incarcération de Nicolas Sarkozy en disant « la justice est indépendante ». Oui, mais si la justice, par exemple, a voulu, comme on dit vulgairement, se payer Sarkozy, si elle a voulu faire un exemple, c'est pas mieux. Une justice démocratique ne fait pas d'exemple. Elle juge encore une fois un individu pour ce qu'il a fait, ce qu'il est censé avoir fait, et pour savoir s'il a des circonstances atténuantes. Dans aucun des deux cas que je viens de citer, on est sur cette réflexion. Là, ce monsieur, le témoignage de ce monsieur était très intéressant parce qu'il montre à la fois ce paradoxe et la conclusion qu'on en tire, c'est-à-dire que Sarkozy, lui, ne doit pas aller derrière les barreaux. Ben alors, il y en a d'autres qui sont étrangers. Vous parliez de la justice, on l'a vu, elle a été beaucoup attaquée ces dernières semaines. Oui, elle a été attaquée et encore une fois, là aussi, c'est un jeu dangereux que jouent certains parce que, vous savez, c'est la justice, elle est gauchiste, elle est gauchisée. On crée les ferments d'une réelle division et ces divisions, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller dans une société. Bon, alors, vous avez cette accusation de la justice qui serait au fond trop laxiste, d'habitude. Puis là, tout d'un coup, elle ne le serait pas assez. C'est intéressant aussi de voir qu'un certain nombre de personnages qui sont les parangons de la sévérité, de la fermeté en matière judiciaire et carcérale, disent oui, mais cet univers, c'est quand même inadmissible, etc. Bon, alors tant mieux, si les consciences s'éveillent à l'occasion de cet événement, on ne va pas bouder notre plaisir. Mais vous voyez bien que cette idée de discuter la justice, encore une fois, moi j'ai vu relativement peu de soutien de Nicolas Sarkozy insister sur des légèretés du dossier. Et il y en a. Il y a des choses qui n'ont pas été prouvées. Il y a quantité de choses qui devraient, même comme on dit dans la règle française, c'est d'être le doute doit bénéficier à l'accusé. Bon, c'est pas le cas. Et de l'autre côté, vous avez une gauche qui se réjouit parce qu'elle dit voilà, nous avons fait, c'est un exemple. Et est-ce qu'il est concerné par cette exemplarité ? C'est ça, si vous voulez, qui est faussé dans ce débat. C'est qu'on devrait avoir, au fond, quelque chose de beaucoup plus serein sur Nicolas Sarkozy est-il coupable ? Si oui, dans quelle mesure ? Sinon, relax, etc. Et là, vous avez vu, je finis sur ce que disait ce monsieur parce que c'est extrêmement riche. Il dit je pense qu'il va sortir bientôt. Alors, sur le plan strictement procédural, ça veut dire qu'à partir du moment où il est incarcéré, ses avocats sont en
droit de demander Dès une aujourd'hui. liberté dès aujourd'hui. À partir du moment où il entre dans la cellule, sont en droit de demander une liberté conditionnelle, dans la mesure, là encore, selon le droit, dans la mesure où il ne pense pas, il est fort peu probable qu'il veuille s'enfuir ou qu'il puisse encore maquiller des preuves, comme c'est le cas quand on incarcère quelqu'un en disant il y a un danger, soit il s'en va, soit il va finalement noircir le dossier. Ça ne semble pas le cas, donc il devrait l'obtenir. Mais là encore, qu'on soit clair, s'il l'obtient, ça sera parce qu'il y a droit, et s'il ne l'obtient pas, c'est parce qu'il n'y a pas le droit, voilà. Ces avocats, en tout cas, devraient s'exprimer, ces avocats à Nicolas Sarkozy, autour de 10h. Vous l'avez dit, il n'a pas trouvé beaucoup de soutien à gauche. Je vous propose d'écouter le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Il est condamné en instance, il va faire appel et toutes les voies de droit lui sont ouvertes. Et donc, il est injusticiable comme les autres. Et c'est ce que demandent les Françaises et les Français. Il ne peut pas y avoir deux justices, une justice pour les puissants et une justice pour tous les autres. Et donc, il n'est pas anormal aujourd'hui qu'on ait un ancien chef de l'État qui soit condamné pour des faits qui, je le rappelle, sont extrêmement graves. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ancien président va être incarcéré. Vous voyez ces images en direct de son cortège et puis de la prison de la Santé également. Nicolas Sarkozy qui s'apprête à être écroué à cette prison de la Santé à Paris. Il a quitté son domicile il y a à peu près une quinzaine de minutes. Le 25 septembre dernier, il avait été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. C'est l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. On retrouvera encore une fois tout au long de cette édition spéciale nos journalistes sur place, près de son domicile et devant la prison de la Santé, Julie Dungeloff et Marie Schuster. Et puis en plateau, à mes côtés, Eric Alt, administrateur d'Anticorps et magistrat. Bonjour. Bonjour. Et Gauthier Ribinski, notre chroniqueur international. Nous rejoindra également tout à l'heure Stéphane Zumsteg, directeur du département politique opinion d'Ipsos BVA. Merci d'être là. On sera ensemble jusqu'à 10h45 pour cette édition spéciale. Merci beaucoup, Eric Alt, de nous avoir rejoints. Vous êtes partie civile avec Sherpa et Transparency. Vous le dites, c'est une étape importante dans la lutte contre la corruption, cette incarcération. Oui, ça marque, la fin d'une certaine bienveillance que beaucoup de juridictions avaient pour la délinquance en col blanc, la délinquance en écharpe. Donc là, c'est une rupture. Mais les faits qui sont imputés à Nicolas Sarkozy sont des faits graves. Ce sont des faits d'association de malfaiteurs, c'est-à-dire des personnes qui se sont regroupées avec Guéant, Jouri, etc., avec des éléments matériels qui sont constitués en vue d'un pacte de corruption. Donc c'est quelqu'un qui a admis qu'on pouvait aller en Libye et éventuellement intercéder en faveur d'Abdallah Senoussi, qui est le commanditaire condamné pour l'attentat dans l'UTA de 1989 qui a fait 170 morts et qui acceptait d'entrer dans ce jeu-là pour éventuellement avoir des fonds pour sa campagne électorale. Ce sont des faits graves. C'est une atteinte au pacte démocratique aussi. Et donc, la réponse judiciaire est une réponse qui me semble à la hauteur de cette gravité. C'est toujours difficile de mesurer la peine juste, de définir la peine juste. Et peut-être que la Cour d'appel aura d'autres appréciations. Mais en l'état, on a 380 pages de motivation du jugement, et 78 audiences où les faits ont été décrits, examinés, contestés. Et donc, on a aujourd'hui cette situation qui me semble une situation normale. C'est vrai, une situation grave. C'est la première fois qu'un président de la République, depuis Pétain, est incarcéré. Mais c'est à la hauteur, je pense, des faits. Vous l'avez dit, c'est la première fois qu'un président de la République sous la Ve République est incarcéré. On va aller rejoindre notre envoyé spécial devant la prison de la Santé, Marie Schuster. Marie, les avocats de Nicolas Sarkozy devraient prendre la parole autour de 10h. Ils devraient demander sa liberté anticipée.
Oui, tout à fait. C'est son conseiller en communication, Nicolas Sarkozy, qui est venu nous voir un peu plus tôt, il y a quelques minutes, pour nous expliquer que dès son incarcération, les avocats de Nicolas Sarkozy devraient faire une déclaration probablement pour expliquer que dès aujourd'hui, ils feront une demande de remise en liberté pour leur client. Nicolas Sarkozy a été, je vous le rappelle, condamné à 5 ans de prison. Il a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il semble arriver dans quelques instants. Vous le voyez peut-être derrière moi, le convoi arrive au sein de la prison de la Santé. Ce convoi qui remonte lentement la rue de la Santé qui se trouve juste derrière moi. Sa voiture devrait s'engouffrer au sein de la prison de la Santé pour ressortir quelques minutes plus tard. Et donc ces avocats devraient se diriger vers nous, les journalistes, pour faire cette déclaration qui probablement devrait expliquer pourquoi ces avocats estiment qu'il faut faire une demande de remise en liberté pour Nicolas Sarkozy, une demande de remise en liberté car Nicolas Sarkozy est placé sous détention provisoire. Cette décision de remise en liberté doit être prise au maximum dans les 2 mois. En moyenne, il faut 1 mois. La cour d'appel, la même cour d'appel qui devra le rejuger sur le fond de l'affaire libyenne, 1 mois à cette cour d'appel en moyenne pour décider ou non de sa remise en liberté. Et cette cour d'appel devra se baser sur un certain nombre de conditions. Il devra s'assurer qu'il ne pourra pas dissimuler de preuves, qu'il ne pourra pas faire de pression sur des témoins, qu'il ne pourra pas se concerter frauduleusement avec les co-accusés dans cette affaire, en l'occurrence Brice Hortefeux et Claude Guéant, qu'il devra s'assurer également qu'il ne quittera pas le territoire, ou simplement il devra s'assurer que sa vie n'est pas en danger. Ce sont donc les conditions de la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, qui pourrait prendre la forme d'une surveillance électronique, une remise en liberté très contrôlée. En moyenne, la Cour a 18 mois un maximum pour fixer la date de cet appel de Nicolas Sarkozy, car je vous le rappelle, Nicolas Sarkozy, toujours présumé innocent puisqu'il a fait appel de la décision en première instance. La Cour d'appel doit donc décider dans les 18 mois de cette date d'audience en appel, et 18 mois, c'est donc le temps maximum que Nicolas Sarkozy pourra passer en prison. Nicolas Sarkozy qui devrait donc rester en prison entre 1 mois et 18 mois de prison. On est loin des 5 ans de prison qui ont été réclamés par la Cour en première instance. Et on le voit sur ces images, le cortège qui est donc arrivé près de la prison de la Santé. Nicolas Sarkozy devrait donc bientôt arriver à la prison de la Santé. Eric Alt, cette demande des avocats de Nicolas Sarkozy, elle a des chances d'aboutir ? Je n'ai aucune idée sur les chances d'aboutir de cette décision. En revanche, c'est normal que les avocats fassent une demande de mise en liberté et que les magistrats apprécient s'il convient de maintenir Nicolas Sarkozy en détention jusqu'au jugement en appel. Et est-ce que cette libération anticipée n'enverrait pas un mauvais message à la population ? Non, je pense que la population est sereine par rapport à ça. Il y a eu, je pense, une communication extraordinairement habile de la part de Nicolas Sarkozy lors de sa condamnation. Et donc beaucoup de chaînes d'information ont relayé ce discours de Sarkozy. Et malgré ça, quand on voit les sondages, on voit que 58% des Français... On l'a vu, excusez-moi, je vous coupe. Impartial, pardon. Vous avez vu les sondages. Voilà, oui. Donc les Français n'achètent pas ce discours-là. Je pense qu'effectivement, au regard de la gravité des faits, la justice est passée. Et on verra si c'est confirmé en appel. Mais la justice est passée et c'est normal qu'elle passe pour Nicolas Sarkozy. La justice est égale pour tous. Parfois, on l'oublie. Là, pour le coup, symboliquement, je pense que c'est une rupture et globalement, la population l'accepte. Et je pense que s'il devait être libéré avant l'appel, la population l'accepterait aussi. La justice doit pouvoir exercer sereinement sa fonction.
On va aller rejoindre à nouveau Marie Schuster, notre envoyée spéciale à la prison de la Santé. Marie, on l'a vu, la voiture de Nicolas Sarkozy est entrée à l'intérieur de la prison de la Santé. Quelles sont les prochaines étapes maintenant pour Nicolas Sarkozy ? Eh bien oui, effectivement, on l'a vu, le convoi transportant Nicolas Sarkozy qui s'est donc constitué prisonnier à 9h40 au sein de la prison de la Santé vient d'entrer dans l'enceinte de cette maison d'arrêt. Alors Nicolas Sarkozy devrait suivre un parcours plus ou moins traditionnel, le parcours du prisonnier, non pas le parcours classique car il devrait directement être conduit en cellule. Néanmoins, il sera soumis à un certain nombre d'obligations et notamment cette fouille corporelle qui peut être considérée comme particulièrement humiliante pour un ancien chef de l'État. Il devra également abandonner l'ensemble de ses objets personnels, sauf une dizaine de photos et 3 romans. Il a choisi d'emporter avec lui le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas en 2 tomes, ainsi que la biographie de Jésus pour lire et pour écrire un temps qu'il compte tirer parti de ce temps en prison pour lire et écrire. C'est ce qu'il a déclaré Nicolas Sarkozy. Il a déclaré également ne pas avoir peur de la prison, mais le choc carcéral risque d'être particulièrement brutal, puisque l'administration pénitentiaire a choisi pour lui un régime d'incarcération qui risque d'être très dur. Il s'agit du régime de l'isolement, un isolement décidé par l'administration pénitentiaire pour assurer la dignité, la sécurité de l'ancien chef de l'État, car on peut l'imaginer en tant qu'ancien chef de l'État, mais aussi en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur au sein de cette enceinte de la maison d'arrêt de la Santé. Il ne s'est pas fait que des amis. Merci beaucoup Marie Schuster-Gauthier. Il faut le rappeler, c'est historique en France, mais également en Europe, qu'un ancien président soit incarcéré. Les images qu'on vient de voir, elles vont rentrer dans l'histoire, aux dépens de Nicolas Sarkozy, mais elles vont rentrer dans l'histoire. Il faut l'espérer, oui. Il faut l'espérer parce que, comme disait Ricalt, il n'y a pas de justiciables qui peuvent passer à travers les trous du filet. Il y a simplement une chose, moi, qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit et qui me semble beaucoup plus grave à la limite que les chefs d'accusation. Enfin, ce pourquoi il a été condamné, c'est quand vous disiez à juste titre qu'il y a eu ces contacts avec Senoussi, avec des courbettes qui ont été faites devant Kadhafi, et là, la portée politique, mais même réelle, parce qu'on sait ce que ça veut dire quand on fait des courbettes à des dictateurs. C'est qu'on leur permet aussi de commettre leurs méfaits, leurs crimes. Et ça me semble finalement... Alors vous allez dire que je rêve, parce que je ne sais pas quelle pourrait être la juridiction qui serait en place pour pouvoir juger de faits pareils. Mais si vous voulez, ça me semble beaucoup plus important que... Alors je parle sous votre contrôle, mais dans le domaine des sommes attribuées finalement, attachées à cette association de malfaiteurs, je crois qu'il n'y a pas énormément qui a été trouvé ou qui a été prouvé. Alors vous me direz... 1 euro, c'est déjà 1 euro de trop. Mais comparé à la responsabilité politique d'un Sarkozy... Vous avez raison, l'idée c'était d'accompagner le retour de la Libye dans le jeu international. Tout à fait. Et donc, et puis de lui fournir... il était question de lui fournir du nucléaire civil quand même. Et ça, c'était considérable. La France mettait son crédit au service de Kadhafi pour qu'il rentre dans le jeu international. Et en plus, l'a fait de façon symboliquement très lourde, puisqu'il y a eu ce fameux voyage à Paris. Où la tente était implantée à l'hôtel Marigny, où les avenues de Paris étaient bloquées. Voilà, donc c'était très fort. Et on l'a fait probablement pas pour des raisons géopolitiques, mais pour ce qui était la suite de ce pacte de corruption. Vous aviez une réaction ? Non. Je trouve que, alors évidemment, parce que la communication de Nicolas Sarkozy est habile, comme vous l'avez dit, je trouve que ça n'est pas assez mis en lumière. C'est-à-dire que, bien sûr, que le dépassement des fonds de campagne, etc., dont il s'est moqué, Sarkozy, il a dit mais ça ça tient pas debout. Mais si vous voulez... On parle de 50 millions... Oui. Alors, malgré tout. Mais il y a, me semble-t-il, à travers cette affaire et qui a été jugée, quelque chose qui est énorme,
qui est beaucoup plus important que le dépassement des frais de campagne. Non, je ne dis pas que c'est pas important, mais je dis que au fond, l'imbrication d'un Nicolas Sarkozy dans cette affaire a des retentissements. Et quand je dis des retentissements, on sait ce qu'il est advenu ensuite, mais quand vous prenez contact avec M. Senoussi, qui est à l'origine de l'attentat de l'avion du TA, vous dites, là, au fond, il y a presque un pacte de corruption morale, qui est peut-être, à mon sentiment, beaucoup plus grave que celui de corruption sonnante et trébuchante. En tout cas, Nicolas Sarkozy continue de clamer son innocence. On va aller rejoindre notre envoyée spéciale dans le 16e arrondissement, Julie Dungeloff, qui est donc présente à ce rassemblement de soutien à Nicolas Sarkozy. Il s'est exprimé, Nicolas Sarkozy, dans une lettre. Oui, tout à fait. C'est une communication qui a été bien orchestrée aussi par toute la famille du clan Sarkozy. On a pu voir ses fils qui viennent de quitter le domicile des Sarkozy. On a pu voir de nombreux soutiens à Nicolas Sarkozy ce matin. L'idée est évidemment d'occuper l'espace médiatique à un moment où l'ancien président de la République est incarcéré à la prison de la Santé. Et nouvelle information, c'est que Nicolas Sarkozy a donc publié sur le réseau social X une lettre où il indique au moment où il passe les portes de la prison de la Santé, que ce n'est pas l'ancien président de la République que l'on enferme ce matin, mais un innocent, une manière de revenir sur des déclarations qu'il avait déjà faites au moment où la peine avait été prononcée. Nicolas Sarkozy qui continue donc à clamer son innocence, à dire qu'il est incarcéré la tête haute. C'est vraiment le mantra qui est répété par tous ses soutiens depuis plusieurs jours. Ce matin, dit-il, j'éprouve une peine profonde pour la France qui se trouve humiliée par l'expression d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Donc Nicolas Sarkozy qui continue donc depuis maintenant plusieurs jours. On l'a pu le voir encore dans la tribune dimanche ce week-end ou encore dans différentes interviews, notamment chez nos confrères du Figaro, à dénoncer une, je cite, instrumentalisation de la justice et à clamer son innocence. Nicolas Sarkozy qui donc vient de pénétrer au sein de la prison de la Santé. Ses avocats, vous l'avez dit, vont demander dès aujourd'hui une demande de liberté conditionnelle. Merci beaucoup, Julie. À quoi il s'attend, Nicolas Sarkozy, avec cette lettre ? Écoutez, il joue avec le feu, là, quand même. Parce que on voit bien ce qu'il y a derrière ça. C'est non seulement instrumentalisé, mais c'est surtout la justice des gauchistes, comme on dit à droite. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que si vous voulez fracturer... C'est une nouvelle attaque, une énième attaque contre la justice. Oui, c'est une énième attaque. Alors, avec le paradoxe, c'est-à-dire, on dit, voilà, cette justice qui est trop laxiste avec les délinquants de droit commun, elle est beaucoup trop ferme avec Nicolas Sarkozy. Et je pense à la France. Vous voyez qu'il y a... Encore une fois, il y a cette injonction politique qui est derrière et qui n'a rien à voir, encore une fois, avec la justice, puisque la justice, c'est juger un homme et non pas avec l'exemplarité des faits, même si vous avez raison de dire tout à l'heure qu'il s'agissait aussi de marquer quelque chose de fort contre la délinquance en col blanc. Mais dans ce débat, il est évident que pour les soutiens de Nicolas Sarkozy, il y a une occasion supplémentaire, au-delà du cas de Sarkozy, parce qu'on pourrait en discuter sur les faits, mais au-delà du cas de Sarkozy, il y a une occasion supplémentaire pour dire cette justice, elle est dévoyée, elle est aux mains des 68 heures. Souvenez-vous de ce que Nicolas Sarkozy disait aussi de 1968. Tout ça, c'est une opération aussi qui est éminemment politique, mais surtout ça, c'est pourquoi pas, mais éminemment clivante, surtout. Et là, dans le pays où nous sommes aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Éric Alt, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle attaque contre la justice ? Je rappelle que Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien président de la République, était gardien des institutions et gardien de l'indépendance de la justice. Mais ce que je dis, quand il dit c'est l'image de la France qu'on entache, non. Un pays qui réussit à qui réussit à condamner un président de la République après 12 ans de procédure, après un grand nombre d'audiences, dans le respect des règles de droit, c'est plutôt un pays qui fonctionne bien. D'autres démocraties, et je pense notamment aux États-Unis, ne sont pas arrivées à mettre un terme à juger certains agissements de leurs puissants.
nous y sommes arrivés, peut-être lentement, mais nous y sommes arrivés. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est plutôt un point positif pour la France et pour l'image de la démocratie française. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on pêche aussi par excès? C'est-à-dire que la justice a voulu démontrer à tout prix qu'elle était indépendante et que, comment dirais-je, se payer la tête de Sarkozy, ça tombait bien. Non, je pense vraiment pas que c'était dans l'esprit de ces 3 magistrats. Ensuite, il y a eu un grand nombre d'audiences, comme je l'ai dit. Il y a eu une motivation, c'est quelque chose qui a été pensé, qui a été réfléchi. Et ce n'était pas de la peine maximum, d'ailleurs. C'est une peine inférieure à celle qui avait été requise par le procureur. C'est une peine, ce ne sont pas tous les chefs d'infraction qui ont été retenus contre le procureur. Ça va d'ailleurs être discuté en cour d'appel, parce que je pense que le parquet général va s'interroger. Vous dites donc qu'il s'en sort plutôt bien? Il s'en sort pas, il s'en sort comme il devait s'en sortir, mais en tout cas, je n'ai pas le sentiment que la justice ait souhaité aller au-delà de son office. Encore une fois, la peine encourue était de 10 ans. Il y avait 4 chefs d'inculpation. 3 ont été mis de côté. Non, c'est un jugement serein, rendu de façon impartiale. Qu'ensuite, la personne condamnée ne s'y soumette pas, c'est à la limite la règle du jeu. Ce qui me pose d'autres problèmes, c'est quand le garde des Sceaux dit il va aller voir le ministre de la Santé. On va y revenir justement, ces déclarations de Gérald Darmanin. En tant qu'ami, je veux dire. OK pour qu'il aille dans les prisons, les établissements pénitentiaires. Mais je pense que s'il dit qu'il y va en tant qu'ami, c'est un signal négatif par rapport à l'indépendance de la justice qu'il doit aussi garantir. C'est un signal négatif, c'est une pression implicite sur la cour d'appel. Donc, je pense qu'il est bien que le pouvoir politique se tienne à l'écart du fonctionnement de la justice. Je vous propose maintenant de revenir sur les faits pour lesquels Nicolas Sarkozy a été condamné, l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Le rappel des faits avec Alexandra Quarini. Une affaire tentaculaire et 5 ans de prison pour Nicolas Sarkozy. Reconnu coupable d'association de malfaiteurs, il a été relaxé des faits de corruption, de détournement de fonds publics et de financement illicite de sa campagne. C'est pourtant de là que tout part. En 2007, il est alors ministre de l'Intérieur et n'a pas la certitude d'avoir le soutien de son parti pour l'élection présidentielle. La justice le suspecte d'avoir alors noué un pacte avec l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour financer son accession au pouvoir. En échange, le président nouvellement élu aurait participé à la réhabilitation de la Libye sur la scène internationale. Point d'orgue de ce retour en grâce, une visite officielle de 5 jours du guide libyen à Paris et la signature de nombreux contrats. Au cœur du dossier, 2 hommes d'affaires soupçonnés d'avoir servi d'intermédiaires. Le franco-algérien Alexandre Djouri, qui a toujours nié les faits, et le franco-libanais Ziad Takedine, mort pendant le procès d'une crise cardiaque. Lui avait affirmé aux enquêteurs avoir transporté 3 valises d'argent liquide pour un montant total de 5 millions d'euros entre la Libye et Paris, avant de se rétracter. Oui, Kadhafi a payé Sarkozy. A payé pour la campagne, a payé pour autre chose, c'est pas mon problème. Parmi les 7 personnes condamnées dans ce dossier, 2 membres de la garde rapprochée de l'ancien président, Brice Hortefeux et Claude Guéant, condamnés eux aussi pour association de malfaiteurs. Ils ont dû justifier le recours massif à l'argent liquide lors de la campagne de 2007, des fonds dont l'origine reste obscure. Comme Nicolas Sarkozy, il crie au complot et dénonce une vengeance du clan Kadhafi après sa chute en 2011. Ils ont affirmé faire appel de la décision, comme tous les autres condamnés de cette affaire hors norme.
Et nous a rejoint sur ce plateau Stéphane Zumsteg, directeur du département politique opinion d'Ipsos BVA. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment l'opinion publique, elle voit cette incarcération de Nicolas Sarkozy ? Elle la voit de façon apaisée, presque sereine, dans le sens où c'est un élément qu'il faut quand même souligner, hein, en dépit d'un certain nombre de critiques que l'on peut entendre parfois à l'égard de la supposée partialité des juges. En ce qui concerne le verdict lors du jugement de Nicolas Sarkozy, et ça a été la même chose, même si les deux affaires sont différentes, lors de la condamnation de Marine Le Pen, les Français considèrent que la justice est passée. Ça, c'est un premier élément. C'est pas un jugement partisan. Bien sûr, vous aurez plus de gens de gauche que de droite qui seront enclins, comme dans le cas de Marine Le Pen. Évidemment, comme dans le cas de Marine Le Pen, à accepter ça. Mais malgré tout, il n'y a pas de clivage politique. Vous n'avez pas des gens de droite dans l'affaire Sarkozy qui sont vent debout, qui sont indignés par le traitement qui est fait, que subit le président de la République, pas plus que l'électorat d'extrême droite était particulièrement indigné lors de la condamnation de Marine Le Pen. Ça, c'est important. Ça ne remet pas en cause les critiques que les Françaises et les Français peuvent exprimer parfois à l'égard de la justice, mais de la justice en général, elle est longue, elle est compliquée, elle est chère, elle est coûteuse, mais ce n'est pas une remise en cause des magistrats. Quand on leur demande si les magistrats en général, notamment quand il y a des procès impliquant des personnalités politiques, est-ce qu'ils sont impartiaux ou pas, très clairement, une majorité d'entre eux répond que le jugement est impartial, que la peine est normale. Ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, c'est compliqué, une affaire judiciaire. L'affaire du dossier libyen est évident pour quelqu'un issu du grand public qui n'est pas un journaliste spécialisé dans les questions judiciaires, ou pour un magistrat ou pour un avocat qui a suivi l'affaire ou qui a été partie prenante de cette affaire, évidemment c'est autre chose, c'est très complexe, mais il y a quand même cette confiance générale. C'est pour ça que je parle presque de sérénité, très bien, la justice est passée. Si Nicolas Sarkozy a été condamné, si Nicolas Sarkozy est incarcéré, c'est pas qu'on est content ou pas, c'est pas ça la question, c'est que la justice a fait et que les magistrats ont fait leur travail. Et c'est donc rassurant vis-à-vis de l'opinion qu'ont les Français de la justice. Oui, et j'ajoute qu'une immense majorité condamne les attaques ad hominem contre la présidente, oubliant d'ailleurs... Les menaces de mort, d'ailleurs. Les menaces de mort. Mais les menaces de mort, c'est d'abord la porte ouverte au populisme. Je veux dire aussi, les menaces de mort, c'est la mafia. Je veux dire, c'est pas du tout un langage qu'on peut tenir dans un état de droit. Effectivement... il y a en Italie un certain nombre de magistrats qui ont été assassinés par la mafia. Mais là, alors heureusement, on n'en est pas là, mais c'est vrai qu'on était dans ce registre-là, et ça, c'est très majoritairement condamné par les Français. Et des menaces, le journaliste Fabrice Arfi, auteur de l'enquête chez Mediapart, en a aussi reçu. Il y a une défiance aussi vis-à-vis des journalistes. Oula, oui. Mais des fois, il faut reconnaître. Mais même certains politiques s'en sont pris à lui de manière assez véhémente. Bien sûr, mais vous savez bien aussi que, comme il y a eu ce tir de barrage vis-à-vis de la justice, il y a, enfin ce tir à relativiser, mais il y a aussi fatalement celui contre les journalistes. Et il est même fédérateur, celui contre les journalistes, beaucoup plus. Ce qui m'intéresserait de savoir, vous avez dit qu'il y avait une sorte d'apaisement dans les enquêtes sur ce sujet-là. Est-ce que ça veut dire pour vous que, au fond, les personnes interrogées se disent, par exemple, vous disiez de Marine Le Pen, qui ont dit, mais malgré tout, au fond, la justice est passée. Ou bien, est-ce que c'est, alors moi, c'est peut-être mon côté pessimiste, mais ou bien est-ce que c'est, par exemple, dans des régimes populistes, où on dit de toute manière, même si mon champion est condamné, je lui maintiens ma confiance. C'est-à-dire, même s'il est condamné pour des choses graves. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, jusque sa condamnation si elle est effective en appel, est présumé innocent. Mais est-ce que vous sentez cette espèce d'indifférence à la chose jugée, ou bien est-ce qu'on l'approuve ? Mais si on ne l'approuve pas, on peut dire finalement mon champion est mon champion, et quoi qu'on lui reproche, comme cette justice est faussée, il s'en sortira. Les deux affaires sont différentes, l'affaire Sarkozy, l'affaire Marine Le Pen, parce que Nicolas Sarkozy a quitté a priori définitivement la vie politique il y a maintenant de plusieurs années. Tandis qu'il y a un espoir chez les... Marine Le Pen, c'est autre chose. On peut dire que chez les soutiens de Sarkozy, il y a peut-être... Donc les arguments n'étaient pas totalement différents. Vous avez un argument humain de Nicolas Sarkozy, je suis innocent et je ferai la démonstration de mon innocence, et je prends comme livre le Comte de Monte Cristo pour que le message soit bien passé. Là, je pense qu'il y a une part des Français, notamment ceux qui ont voté pour lui. Nicolas Sarkozy, il a été élu président de la République, donc plus de la moitié des Français, à un moment donné, c'était en 2007, ont voté pour lui, en tout cas ceux qui sont allés voter. Donc je pense qu'il y a peut-être un sentiment de sympathie, peut-être, ou de compassion d'une partie de l'électorat. Je parle bien d'électorat, là, pas de Français, à son égard, mais ça ne va pas plus loin. Dans le cas de Marine Le Pen, c'est différent. On aurait pu s'attendre, et je pense que Marine Le Pen s'y attendait, et ça a été, à mon avis, une vraie grande déception pour elle, à ce qu'il y ait
sorte de soulèvement. Je suis désolée, Stéphane Zoumsaï, je vais devoir vous couper. On va écouter les avocats de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Darrois et Christophe Ingrand. Pour la première déclaration depuis l'incarcération du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, pendant plus de 10 ans, Nicolas Sarkozy a été accusé d'abord d'avoir trompé ses électeurs en se faisant financer illégalement par la Libye et d'autre part d'avoir été corrompu en favorisant les intérêts de la Libye au préjudice des intérêts de la France. Le tribunal lui-même a reconnu que ces accusations étaient fausses et Nicolas Sarkozy a été relaxé de ces accusations. Et pourtant, au terme d'une acrobatie judiciaire, d'une construction intellectuelle, le tribunal, sans aucune preuve, a choisi de retenir Nicolas Sarkozy pour une association fausse de malfaiteurs. Le tribunal, en plus, a voulu, en dépit des constatations qu'il avait faites, que Nicolas Sarkozy soit incarcéré. C'est un jour funeste pour lui, pour la France et pour nos institutions, car cette incarcération est une honte. Et ce que nous espérons, avec mon confrère Christophe Ingrand, c'est que la Cour d'appel rétablira la justice française dans la dignité qu'elle mérite. Je vous remercie. Maître Ingrand, vous avez la possibilité de déposer une demande de mise en liberté pour pouvoir faire espérer sortir Nicolas Sarkozy dans un délai de 2 mois, puisque c'est un délai qui est imposé. Est-ce que cette demande va être déposée dans les prochaines minutes? Au moment où nous parlons, la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. À partir du moment où il a mis un pied en détention, les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait lui reprocher, on pourrait craindre qu'il ne se présente pas, qu'il ne reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins. Rien ne justifie la première heure de détention. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois, puisque la Cour d'appel a 2 mois pour statuer sur une demande de mise en liberté, et le délai moyen à la Cour d'appel de Paris, c'est 1 mois. Donc, en tout état de cause, même si rien ne justifie cette détention, il y est pour 1 mois. C'est un moment, comme Jean-Michel Darrois le disait, un moment qui est très dur. Mais le président a fait face. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable, une grave injustice, une honte. C'est vraiment une honte de l'incarcérer. En utilisant la méthode de l'exécution provisoire, vous savez qu'en droit français, rien ne permet de contester cette exécution provisoire. Il n'y a pas de moyen d'aller devant une juridiction d'appel sur l'exécution provisoire. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Il est rentré, il est donc maintenant incarcéré, et notre tâche, c'est de le faire sortir de détention le plus rapidement possible pour mettre un terme à cette situation, puisque je rappelle que, en fait et en droit, Nicolas Sarkozy est innocent au moment où on parle, et en dépit de ça, il est incarcéré. Vous étiez avec lui à l'intérieur de la voiture, donc en direction de cette prison de la Santé. Quels ont été ses derniers mots? Quel état d'esprit, dans quel état d'esprit était l'ancien chef de l'État? Il fait face. Il se dérobe pas, il se plaint pas. Il n'a rien demandé, pas de traitement de faveur. L'isolement, c'est tout sauf un traitement de faveur. Il va être placé à l'isolement. Il se plaint pas. Il est rentré, il a salué les personnes qui l'attendaient, et il est rentré pour exécuter les formalités qui sont les formalités de la détention. Pas un mot. Voilà. Il fait face comme il a été présent devant le tribunal correctionnel, comme il a été présent devant les juges d'instruction en garde à vue. Il a la certitude de celui qui sait qu'il est innocent. Ça prendra du temps, ça prend du temps. C'est une épreuve
C'est un moment qui est très difficile, mais il est persuadé, et nous le sommes aussi, qu'à la fin, nous réussirons à convaincre les magistrats de son innocence. Les conditions de son incarcération, quartier d'isolement, aucun contact avec les autres détenus. À côté de cela, il aura droit à aller à la bibliothèque ou encore à la salle de sport et puis surtout un téléphone fixe pour pouvoir permettre d'échanger avec ses proches à l'intérieur. Vous nous confirmez tout ça? Oui, c'est donc 1 heure de sortie par jour dans une cour grillagée, seul. Sinon, en effet, enfermé en cellule. Pas de contact avec personne. 3 droits de visite par semaine de sa famille et ses avocats quand il le souhaite. Comment est-ce qu'il compte occuper son temps? L'écriture d'un livre, visiblement? Il écrira, en effet. Il écrira sur cette expérience si difficile. Il écrira sur ce qu'il a subi, sur ce qu'il a entendu, les contacts qu'il a eus. Vous allez déposer la demande de la libération. C'est fait. Monsieur, voilà. Dans combien de temps vous croyez qu'il va être libre? Alors, je peux vous dire dans combien de temps la demande sera examinée. C'est à peu près dans 1 mois. La décision de la Cour d'appel, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle sera cette décision. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, M. Senghor. Voilà, on vient d'entendre Jean-Michel Darrois et Christophe Ingrin, les 2 avocats de Nicolas Sarkozy. C'est un jour funeste pour Nicolas Sarkozy, la France et nos institutions. C'est ça les mots qu'on a entendus, Gauthier. On a entendu parler de honte aussi, d'injustice. Oui, alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est jouer avec le feu, ce genre de choses. Pardonnez-moi, il y a presque quelque chose de cocasse. Parce que si on n'était pas dans une affaire aussi sérieuse, c'est que d'entendre les soutiens de Nicolas Sarkozy et mettre les plus grandes réserves sur le système d'incarcération, la détention, finalement, on pourrait se dire, si ça peut leur permettre d'éveiller, d'éclairer ou de dessiller leurs propres yeux, à la limite, pourquoi pas, sur ce qui est la réalité système carcéral en France, dont on dit souvent dans ce camp-là politique qu'il est beaucoup trop laxiste et qu'il permet la récidive ou l'évasion. Bon. À part ça, je trouve que peut-être, en restant optimiste, il y a peut-être une vertu pédagogique à la chose. En tout état de cause, ça n'est pas on doit se limiter quand même à la question du personnage. Et là, on voit bien qu'il y a encore une fois la tentative de placer le personnage comme exemplaire, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, alors qu'au moment où l'un de ses conseils, ses avocats dit il n'y a pas de preuves, au fond, finalement, ça serait ça le moment le plus intéressant. C'est Il ne peut pas détruire de preuves puisqu'il n'y en a pas. Alors, oui. C'est ce qu'il a déclaré à l'instant. C'était. On reconnaît le bretteur du prétoire, en quelque sorte. Mais c'est peut-être là qu'on attend justement les soutiens de dire dites-nous en quoi Sarkozy ne mérite pas l'incarcération. Alors que là, vous voyez, il y avait presque de l'émotion dans leurs paroles. Oui. Il y a une forme, les deux, il y a une forme de quelque chose qui est à fleur de peau et qui mérite encore une fois beaucoup plus de pédagogie. Alors je sais bien, ça n'est pas possible d'avoir un jugement qui soit rendu public, mais que précisément des spécialistes, donc des avocats, des magistrats puissent nous dire tiens, là, on peut dire ceci, ou là, on ne peut pas dire cela. Finalement, ça serait peut-être ça la solution aussi par rapport, je dirais, à tout cet aspect fantasmagorique qui agite avec les réserves que vous indiquiez tout à l'heure, mais qui peut agiter la population. Éric Alt, vous vouliez réagir à cette prise de parole? Oui, je veux dire, l'avocat est dans son rôle, mais il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de preuves. Effectivement, il y a les carnets de Choukri Ghanem, il y a les systèmes de financement de Takedine, il y a de l'argent qu'on a retrouvé, il y a une diplomatie parallèle qui font que Guéant et d'autres, et Djouri sont allés en Libye. Donc, il y a des preuves, il y a plus qu'un faisceau précis et concordant de preuves. C'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, c'est vrai, on ne doit jamais se réjouir de voir quelqu'un d'incarcéré. L'incarcération est toujours quelque chose de violent, mais c'est violent pour les 84 000 détenus qui sont aujourd'hui en détention. Et donc, simplement, Sarkozy va faire cette expérience, mais c'est une expérience qui est partagée avec beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, je dirais même que ce nombre est un record sous la Ve République. Et ensuite, s'agissant de la détention provisoire et de l'appel, oui... Il sera d'ailleurs jugé dans les 4 mois si la détention provisoire est prolongée, mais
90% des personnes qui sont condamnées plus de 2 ans vont directement en détention, soit avec un mandat de dépôt, soit avec un mandat d'arrêt si elles ne sont pas à l'audience. Et donc, si on supprimait la détention provisoire, ça veut dire qu'on libère environ un tiers des places en prison. Donc, je crois qu'on est là dans un discours qui est celui de l'avocat, mais qu'il faut relativiser. On va aller rejoindre tout de suite notre envoyée spéciale à la prison de la Santé, Marie Schuster. Marie, vous étiez près des avocats. Vous avez écouté, vous aussi, les avocats de Nicolas Sarkozy ? Oui, tout à fait. Jean-Michel Darrois et Christophe Ingrand qui sont venus vers les journalistes suite à l'entrée en prison de Nicolas Sarkozy, suite à son incarcération, pour faire cette déclaration. Ils rappellent en premier lieu l'innocence de leur client, Christophe Ingrand, qui explique que c'est une justice épouvantable. Je cite, une honte de l'incarcérer, un jour funeste pour lui et pour la France, selon Jean-Michel Darrois. Alors les avocats, au-delà de rappeler l'innocence de leurs clients, alors que je vous le rappelle, Nicolas Sarkozy a été condamné dans l'affaire des financements libyens à 5 ans d'emprisonnement, et bien au-delà de rappeler l'innocence de leurs clients, les deux conseils ont expliqué qu'ils avaient effectivement déposé dès ce matin une demande de remise en liberté auprès de la Cour d'appel, la même juridiction qui devra traiter le procès en appel de Nicolas Sarkozy, qui devrait être fixé entre 6 mois et 18 mois, dans les 18 mois prochains. Ils expliquent également que cette demande de remise en liberté, la Cour d'appel dispose de 2 mois pour l'examiner. En moyenne, il l'examine au bout d'1 mois. Il y a donc de fortes chances que Nicolas Sarkozy passe ces 4 prochaines semaines en prison, au minimum, au maximum, sa détention provisoire, car je vous le rappelle, puisqu'il a interjeté appel, Nicolas Sarkozy est considéré présumé innocent. Au maximum, Nicolas Sarkozy ne pourra pas excéder une détention de 18 mois. Ils ont également rappelé, ces deux avocats, les conditions d'incarcération de leurs clients, des conditions d'incarcération extrêmement dures, puisque pour des raisons de sécurité, mais également pour préserver la dignité de l'ancien chef de l'État, l'administration pénitentiaire a choisi pour lui un régime d'incarcération qui est celui de l'isolement. Concrètement, il sera seul face à lui-même 22 heures sur 24, aucun contact avec les détenus. Il aura droit à 2 heures de promenade par jour. Il sera logé dans une cellule de 11 mètres carrés avec une télévision, un téléphone fixe pour pouvoir appeler ses proches. Mais bien sûr, ces appels seront enregistrés et écoutés par l'administration pénitentiaire, et la liste des personnes qu'il pourra contacter a été au préalable déposée. Il pourra également faire la cuisine. En tout état de cause, ces conditions d'incarcération seront extrêmement difficiles pour cet ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui a donc été incarcéré ce matin même à la prison de la Santé à 9h40. Merci beaucoup, Marie Schuster. On l'a bien vu ces derniers jours, Nicolas Sarkozy n'est pas traité comme les autres condamnés. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a annoncé qu'il allait lui rendre visite en tant qu'ami. Est-ce que, Stéphane Zumsteg, est-ce que les Français trouvent ça normal ? Comment ça peut être vu, ça, ces déclarations de Gérald Darmanin qui va rendre visite à Nicolas Sarkozy ? D'abord, moi, je pense que Gérald Darmanin, il a envoyé, en faisant cette déclaration, je crois que c'était sur France Inter hier matin. Sur France Inter hier matin. Je pense qu'il envoie un signal à l'électorat de droite aussi. Gérald Darmanin, au-delà de l'homme, de l'ami, il a d'ailleurs dit durant cette interview, en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, je peux aller dans n'importe quelle prison, à n'importe quel moment, rencontrer un Je m'y rends déjà 3 fois par semaine. Voilà. Donc, il manifeste une certaine preuve d'amitié, en tout cas, d'attachement quelque part, et de filiation, parce que c'est bien de ça dont il s'agit en ce qui concerne le parcours politique de Gérald Darmanin, mais c'est aussi un message envoyé à l'électorat de droite. Il a un couloir de nage assez restreint dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Je ne dis pas que ce n'est que de la politique, que ce n'est que de la communication, mais il y a cet élément à prendre en compte. Après, sur le fait que le ministre de la Justice explique qu'il ira voir Nicolas Sarkozy, moi je ne pense pas que ça ait soulevé une réticence ou des critiques de la part des Français. Après tout, il fait ce qu'il veut. Il ne s'agit pas là de faire sortir ou d'intervenir pour faire sortir Nicolas Sarkozy de la prison de la Santé. Donc je ne vois pas en quoi les Français pourraient prendre ça comme une sorte de traitement de faveur. Oui, quelqu'un, un de ses amis, en l'occurrence le ministre de la Justice, va lui rendre visite. Très bien. Moi, je ne pense pas que ça pose problème.
Après, j'écoutais comme vous les avocats, et je comprends, et vous le disiez, ils font leur travail. On voit bien que le récit qui est mis en place, et nous assistons à... les termes, un jour funeste pour notre pays. Nous assistons à un procès inique, à un verdict inique, et Nicolas Sarkozy est totalement innocent. Et donc, il y a, pour essayer d'accroire l'idée qu'on est dans une injustice totale. Très bien, peut-être. Là encore, ils font leur travail. Et moi, je ne suis pas plus choqué par les déclarations de Nicolas Sarkozy au moment du verdict, expliquant que c'est un complot et qu'il est totalement innocent. Maintenant, quel effet cela peut-il avoir sur l'opinion publique? Est-ce que les Français considèrent que nous vivons aujourd'hui un jour funeste? Je ne pense pas. De la même manière que je vais reprendre un des propos de Nicolas Sarkozy le jour du verdict, à travers moi, c'est les Français que l'on cherche à humilier. Est-ce que, très clairement, les Français se sont estimés ou s'estiment aujourd'hui humiliés par le traitement qui lui serait fait par certains magistrats politisés? Non, je ne crois pas. Après, je comprends parfaitement l'argumentaire des avocats, je comprends très bien la stratégie de défense, je comprends aussi peut-être la sidération et la fureur de Nicolas Sarkozy. Moi, tout ça ne me choque pas. Mais sur l'efficacité en termes d'opinion publique, j'ai plus de doutes. Après, je le disais tout à l'heure, les Français n'ont aucun problème avec ce jugement et avec sa sévérité. Ça, ils nous l'ont dit dans un certain nombre d'enquêtes, et on a bien vu que ce verdict n'avait pas suscité de mouvement de soutien particulièrement étoffé. Malgré tout, l'enjeu pour la justice en général, il est quand même très fort. Si je ne sais pas quand aura lieu l'appel, le jugement en appel, mais si à ce moment-là, Nicolas Sarkozy est déclaré innocent, là, je pense qu'on pourrait assister à une sorte de retournement, ou en tout cas de remise en question de la justice en général, ou de certains verdicts impliquant des personnalités politiques. Je pense que la pression, elle est aujourd'hui beaucoup sur la justice, pas aujourd'hui, mais au moment de l'appel. Même chose, je reviens toujours à l'autre exemple de Marine Le Pen. Je pense que là, pour le coup, si on met en prison un président de la République, un ancien président de la République, s'il fait quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, de prison, pour qu'ensuite il soit acquitté, là, les conséquences en termes d'opinion, et notamment en termes de perception de la justice en général, et d'une certaine justice politique, dont les Français ne parlent pas aujourd'hui, là serait, à mon avis, assez dévastateur. Il ne s'agit pas là de mettre la pression sur les magistrats qui jugeront en appel, vous l'avez bien compris, mais jusqu'à présent, il y a cette confiance, cette relative confiance à l'égard de ce que font les magistrats dans le cas de ces procès qui concernent des personnalités politiques et parfois de premier rang, comme Nicolas Sarkozy. Si ensuite il y a un appel qui l'innocente, là, les gens se posent la question, mais pourquoi on a mis en prison quelqu'un d'aussi éminent qu'un ancien président de la République? Vous êtes d'accord? Cette bienveillance du personnel politique actuel au regard des sphères de corruption pose problème. Je veux dire, le fait que M. Macron, qui est garant de l'indépendance de la justice, garant du bon fonctionnement des institutions, reçoive Nicolas Sarkozy, qui par ailleurs a déjà été condamné définitivement dans une affaire de corruption, donc on peut qualifier de délinquant, même s'il est présumé innocent dans l'affaire qui concerne la Libye. Ça, c'est un problème. Et je dirais d'ailleurs, je fais un lien entre ceci et ce qui est sorti du Cevipof hier, à savoir que la confiance des Français dans les institutions et dans le personnel politique a atteint est extrêmement basse. Est extrêmement basse, comme ça n'a jamais été le cas sous la Ve République. Donc là aussi, il y a une défiance par rapport au personnel politique et l'attitude actuelle où tout le monde joue comme un entre-soi. Un président ne peut mal faire, un président est infaillible, c'est notre ami. Ça ne donne certainement pas une bonne image des institutions aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Emmanuel Macron, il n'est pas dans son rôle quand il reçoit Nicolas Sarkozy? Oui, parce que l'excuse invoquée, c'est l'excuse de l'humain. Mon Dieu, on aimerait que ça soit le cas pour beaucoup d'autres. Mais ce que je voulais revenir sur ce que vous avez dit tous les deux, qui me paraît capital. Vous disiez à l'instant que le niveau de confiance des personnes interrogées, des Français vis-à-vis des institutions était très bas. Et paradoxalement, vous disiez qu'il n'y avait pas cette mise cette méfiance ou cette défiance plutôt en ce qui concerne le procès de Sarkozy. Comment on peut croiser ces deux données? Et deuxième question, si vous le permettez, quand vous dites ce qui pourrait être problématique, c'est si jamais Nicolas Sarkozy est définitivement blanchi ou relaxé.
est-ce que ça serait pas précisément la preuve d'une justice qui est capable de se regarder elle-même et de dire, par exemple, j'ai fait une erreur? Est-ce que ça serait pas une manière, justement, de prouver que cette justice n'est pas idéologique, puisque c'est toujours au conditionnel, mais parce qu'elle n'irait pas jusqu'au bout de ce qu'elle croyait être bon? Oui, mais alors moi je ne suis pas persuadé que quand une justice en appel infirme je ne sais pas si les termes sont bons, vous me le direz, mais le jugement en première instance, je ne suis pas sûr que ce qui viendrait spontanément, dans le cas de Nicolas Sarkozy, ce qui viendrait spontanément à l'esprit, c'est une justice parfaitement raisonnable et qui humble et qui reconnaît s'être trompé. Là, ce qui resterait dans le cas bien précis de Nicolas Sarkozy, avec tout le récit qui est mis en place depuis quelques semaines, mais on l'a vu avec ses avocats à l'instant, de l'injustice dont est victime une personnalité politique qui paye le poids politique qu'elle a exercé un jour, parce que c'est ça que les avocats essayent de développer. Je ne suis pas sûr qu'on verrait ça comme quelque part une preuve d'humilité de la justice, qui resterait, à mon avis, mais là on est un peu dans la fiction, tout ça, évidemment, faut le reconnaître. On a le temps. Ce serait que, eh bien, on a mis en prison, et quelque part on a affaibli la France. C'est-à-dire toute chose qu'ils ne considèrent pas aujourd'hui, mettre Nicolas Sarkozy en prison aujourd'hui, compte tenu du jugement en première instance, n'affaiblit pas la France, n'humilie pas les Français, ça je l'ai déjà dit. En revanche, si après vous avez un jugement en appel qui infirme la première instance, quelque part les gens se diront mais en fait on met n'importe qui en prison pour n'importe quoi. Je pense que ça aurait des conséquences importantes sur l'image de la justice en général et notamment sur l'indépendance de la justice dans le cas de procès, non pas, je ne parle pas de procès politique, mais de procès impliquant des personnalités politiques. Ça pourrait être dévastateur en fait. D'autant plus que les Français le savent bien, ça ne les dérange pas, mais le monde entier parle aujourd'hui de la France et d'un ancien président de la République incarcéré. Tout ça renvoie aussi à cette idée générale, vous citiez l'enquête que nous avons publiée hier dans Le Monde, de la France qui décline, où tout s'effondre quelque part. Mais vous parliez aussi de la baisse de confiance à l'égard des institutions. Il y a un fossé, un gouffre qui se creuse entre les Français et leur personnel politique. Est-ce que les pouvoirs publics en général, est-ce que les institutions au sens la justice, la police, l'armée, l'éducation, la santé sont des domaines qui s'écroulent? Non, il y a toujours, on a confiance en ses enseignants comme on a confiance en ses magistrats. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, les partis politiques sont aujourd'hui vilipendés et ils sont stigmatisés par les Français compte tenu du spectacle, notamment du spectacle actuel qui leur est servi à l'Assemblée nationale. Mais enfin, ça ne date pas de cette année, évidemment. Les institutions en général, les pouvoirs publics, l'administration en général ne subit pas le même traitement dans l'opinion que son personnel politique. Donc, quelle lucidité de la part de nos concitoyens. C'est très rassurant. C'est ce que j'allais vous dire. Et je le rappelle, c'est historique, ces images de Nicolas Sarkozy tout à l'heure qui est entré à bord de sa voiture qui est entrée à la prison de la Santé. Il sera donc écarté pendant un temps du monde des affaires, le monde des affaires qui ne l'a pas lâché, Christophe Dansette. C'est exactement l'indice de confiance du monde des affaires. Il reste assez important aux côtés de Nicolas Sarkozy qui s'était reconverti depuis quelques années en conférencier, en conseiller d'entreprise et d'État d'ailleurs aussi, puisqu'il avait l'écoute de certains pays, le Qatar, ou même il faisait beaucoup de conférences à Londres ou à New York. Et finalement, il y a assez peu d'entreprises qui conseillaient, qui l'ont lâché. On peut citer Barrière ou encore Corsair qui l'avaient lâché au moment du procès de l'affaire libyenne. Mais pour les autres, il est encore en place et il reste en place, même en prison. Je pense par exemple à Natixis ou Marieton, qui est un groupe dans le domaine du tourisme, qui sont les clients de Nicolas Sarkozy, qui vont le garder comme conseiller. Et puis surtout aussi, il est membre des conseils d'administration de plusieurs groupes. Je pense par exemple à Lagardère ou encore à Accor. Dans ces deux groupes, il va rester au conseil d'administration, même pendant cette période de prison. Alors pourquoi ? Parce que ces deux groupes estiment que la condamnation n'est pas encore définitive et donc il a toutes ses raisons de pouvoir siéger. Donc on dit qu'il va écrire un livre pendant cette période d'incarcération. Il va également continuer à siéger d'une manière ou d'une autre et de conseiller sous ces conseils d'administration. Et donc c'est quand même assez marquant que ces milieux d'affaires n'ont pas rompu leur confiance avec Nicolas Sarkozy. Gauthier, est-ce que c'est étonnant, ça, que le monde des affaires continue de le soutenir autant, Nicolas Sarkozy ?
Christophe aurait parlé d'entreprises strictement françaises. Je dirais non, ça serait pas étonnant, mais parce que alors il y a une tradition en France, et c'est ça qui est important aussi de casser, de briser, c'est que vous savez très bien que jusqu'à une certaine époque, quand on disait un tel ou une telle a fraudé le fisc, c'est pas dramatique, c'est un sport national. Bon, il y a parfois ce genre de considération. On dit attendez, quelqu'un comme Sarkozy, justement, s'il a commis ces faits, c'est qu'il est drôlement habile, et puis après tout, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et puis après tout, il fallait bien prendre langue avec ces personnalités libyennes dont on voulait remettre à flot le pays, etc., etc., etc. C'est-à-dire que la morale s'effrite dans ces cas-là. Mais là, quand même, il y a d'autres entreprises. Il n'y a pas que du français, et c'est vrai que, oui, c'est étonnant. Ça veut dire aussi que, d'une certaine manière, la morale ou l'éthique que l'on demande à notre justice, il est important qu'elle soit approuvée par le citoyen, parce que dans d'autres sphères, on vous dira mais tout ça n'est pas si grave. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais, quand vous avez cité Senoussi, etc., je disais là, la responsabilité d'un Sarkozy d'avoir eu partie liée avec le régime libyen, enfin c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, alors encore une fois, j'ai dit, il n'y a pas de juridiction, la haute cour de justice pour des faits de trahison, mais il n'y a pas de juridiction pour en juger, mais on voit bien qu'il y a à travers ça, et vous l'avez exprimé vous-même, c'est qu'il y a cette idée que Nicolas Sarkozy a abouti d'une certaine manière à cette condamnation, qui est une condamnation pour association de malfaiteurs, avec finalement en exergue la question d'un financement illégal de sa campagne électorale, alors que ce qu'il y a derrière est encore plus, je pense, important et effrayant. Oui, ce sont des faits de terrorisme, c'est des faits de terrorisme à l'intérieur de l'affaire financière, et je pense que à partir d'un certain stade, le monde des affaires devra se poser la question de sa réputation. Parce qu'il y a un enjeu réputationnel pour ces entreprises qui sont connues pour avoir un Nicolas Sarkozy dans son conseil d'administration. Surtout s'il est condamné en appel. Et s'il est condamné en appel, à mon avis, ça ne pourra pas durer. La question se posera quand même s'il est condamné en appel, puisque là, l'argument notamment de Accor, c'est de dire que tant qu'il n'est pas condamné définitivement, on le garde. Mais une fois s'il est condamné définitivement, la question pourrait se poser différemment. Je rappelle qu'il a déjà été condamné définitivement pour l'affaire des écoutes, pour corruption. Alors, c'est pas évidemment une affaire de l'ampleur de l'affaire libyenne, mais il a déjà été condamné. Et s'agissant de l'affaire du financement illégal de la campagne de 2012, la Cour de cassation est en train d'examiner le pourvoi. Et donc, si la Cour de cassation rejette le pourvoi, il sera définitivement condamné dans cette affaire aussi. J'aimerais qu'on revienne sur l'impact politique, Stéphane Zumsteg. Une majorité de Français trouvent cette peine juste. Est-ce que la droite ne se tire pas une balle dans le pied en défendant coûte que coûte son ancien ténor ? Alors, défendre coûte que coûte Nicolas Sarkozy dans le cadre bien précis de cette affaire, moi je mettrai quelques réserves, parce que je me souviens le jour du verdict des déclarations notamment de Bruno Retailleau et de Laurent Wauquiez. C'est pas n'importe qui à droite, chez les Républicains, c'est le président et le principal opposant du président PLR qui se sont exprimés. J'avais malgré tout trouvé une certaine retenue dans leur soutien. C'était un soutien personnel, amical, affectif. J'ai plus les termes en tête, mais j'ai confiance dans la capacité de Nicolas Sarkozy à faire la démonstration de son innocence. En gros, c'était ça. Est-ce que c'est une remise en cause des institutions et du jugement ? Je pense qu'un certain nombre de responsables de droite, notamment Laurent Wauquiez, avaient été bien plus durs sur la remise en cause de certaines décisions les mois précédents. Je pense notamment au moment, et c'est juste une parenthèse que j'ouvre, lors de la censure par le Conseil constitutionnel de la loi immigration, Laurent Wauquiez était allé bien plus loin dans la remise en cause et dans la remise en cause du Conseil constitutionnel et donc des institutions françaises, d'une partie d'entre elles. En tout cas, moi j'avais trouvé ce soutien relativement mesuré. Il était personnel, il manifestait leur sympathie, et quand vous dites finalement, je crois en sa capacité, ou j'espère qu'il aura la possibilité de faire la démonstration de son innocence, quelque part, quand vous décortiquez la phrase, c'est vous dites qu'il est innocent, ou vous espérez qu'il soit innocent. Donc moi j'ai pas été frappé par ça. Après, c'est vrai que sur d'autres, je trouve que de ce point de vue-là, il n'y a pas de remise en cause, ou il n'y a pas de comportement qui me paraissent, moi, de la part de responsables politiques, dangereux pour la stabilité d'un régime ou pour le respect des institutions. Après, c'est vrai qu'il y a de toute façon un glissement depuis quelques années du discours à l'égard des verdicts dont on peut être la victime, ou dont un membre de son propre camp peut être la victime. Moi, ce que je note
quand même, et ce sont les propos de François Mitterrand à l'époque, n'avouez jamais. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est qu'on est face à une classe politique, et je reviens entre Nicolas Sarkozy, victime d'un complot qui est totalement innocent, et qui est la victime de la plus grande de toutes les injustices qu'on ait jamais connues dans le système judiciaire français, avec Marine Le Pen, qui en fait, en dépit, alors l'affaire est différente, mais en dépit de preuves accablantes dans le système des assistants parlementaires, toujours expliqué que tout ça était une erreur d'interprétation et qu'ils étaient blancs comme neige. Je me souviens, dans le verdict aussi, pour l'affaire des assistants parlementaires, les magistrats, je crois, motivent la sévérité du jugement par le fait qu'à aucun moment les prévenus n'ont fait amende honorable ou n'ont reconnu le moindre fait, alors même que pour une partie d'entre eux, en tout cas, les faits étaient avérés. Il y a ce sentiment, finalement, aujourd'hui, de cette stratégie, mais qui est devenue systématique au fil du temps, que de toute façon, on n'a rien fait. On est totalement innocent. C'est peut-être aussi, je ne suis pas magistrat, mais c'est peut-être aussi ce qui peut parfois expliquer la sévérité des jugements. Je ne dis pas l'exaspération des magistrats, mais je pense que, enfin voilà, il y a une libre interprétation quand on est magistrat, quand on rend un verdict. Si vous avez face à vous quelqu'un qui, en dépit des faits constatés, en dépit des pièces qui sont produites lors d'un jugement, nie tout, peut-être que tout ça justifie, je ne sais pas, mais tout ça motive des jugements de plus en plus sévères. Oui, la réalité, c'est que les jugements sont de plus en plus sévères et que la classe politique, je pense, est un petit peu déboussolée. Est-ce qu'il y a toujours des réflexes corporatistes de défense de la classe politique quand l'un des leurs est condamné? De moins en moins. Là encore, je reviens aux propos de soutien à Nicolas Sarkozy que moi j'ai trouvé, non pas minimaliste, enfin en tout cas les responsables de la droite faisaient très attention à ce qu'ils disaient et sous-pesaient bien leurs mots. En tout cas, tout à l'heure, ces avocats ont demandé sa remise en liberté anticipée. Je vous propose de les écouter. C'est un jour funeste pour lui, pour la France et pour nos institutions. Car cette incarcération est une honte. Et ce que nous espérons, avec mon confrère Christophe Ingrin, c'est que la Cour d'appel rétablira la justice française dans la dignité qu'elle mérite. La demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. À partir du moment où il a mis un pied en détention, les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait lui reprocher, on pourrait craindre qu'il ne se présente pas, qu'il ne reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins. Rien ne justifie la première heure de détention. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois. Éric Alt, est-ce que par cette affaire, par ricochet, elle pourrait encourager certains politiques à se montrer plus exemplaires ? C'est ce que nous espérons depuis l'affaire Cahuzac. À Anticor, effectivement, on espérait qu'un certain nombre, le scandale de l'affaire Cahuzac, les institutions qui avaient été mises en place, inciteraient un certain nombre de politiques à être exemplaires. Alors en fait, on a des institutions, on a de bonnes lois, généralement on a de bonnes lois. Le problème, c'est la mise en œuvre de ces lois. Donc il n'y a pas suffisamment de personnel, il n'y a pas suffisamment d'officiers de police judiciaire spécialisés. Et puis il y a, une persistance de mauvaises pratiques. Mais effectivement, à partir du moment où un ancien président de la République peut être mis en détention, tous doivent se dire, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique la sidération de quelques-uns, tous doivent se dire, si lui est en détention, si moi-même je commets des infractions, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Parfois, la psychologie des politiques est plus retorse, mais on peut avoir en tout cas cet espoir raisonnable, oui. Gauthier, Nicolas Sarkozy a déclaré avant son incarcération que sa condamnation humiliait la France. Il s'attaque là donc directement à l'institution judiciaire, ce qui, pour un ancien président de la République, peut être problématique. Ce qui a été dit et répété, le président de la République est garant de cela. Mais quelle prétention aussi, quelle vanité, que ça soit le cas lorsque... Ce qui le touche les Français. En tout cas, depuis les dernières semaines, c'est ce qu'on entend. On peut considérer que quand il est son mandat, oui. Si par exemple on insulte directement Nicolas Sarkozy quand il est président de la République, on peut considérer que c'est une insulte directement à la France. Mais pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, on n'est pas président à vie.
Et encore une fois, on peut être président et avoir ensuite commis des infractions, des choses graves. Vous voyez cette espèce de sacralisation, toujours, hein, de la fonction présidentielle, et de dire, une fois président, président toujours. Non, attendez, ça n'est pas sérieux. Et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, moi, ce qui m'inquiète, parce que vous avez dit à juste titre que ce corporatisme peut-être était dans la classe politique, en voie de délitement. Mais en revanche, l'utilisation de quelque chose qui marche très fort, comme un produit, comme un marketing, c'est-à-dire de la théorie du complot, est-ce qu'on ne peut pas craindre que ça fonctionne encore plus? C'est-à-dire que même celui qui aura commis une infraction, mais qui se dira « je peux passer à travers les mailles du filet », ça ne sera pas en essayant de maquiller les choses, en disant, comme vous disiez tout à l'heure, les choses sont là, mais non, c'est pas moi. Hein, ça me paraît inquiétant par rapport à ce que vous nous avez dit de rassurant, hein, sur la perception des Français qui feraient les distinguos entre les choses qu'ils estiment justes et non justes. En revanche, cette utilisation d'un produit qui est celui de la théorie du complot, ça me paraît quelque chose qui est insidieux, beaucoup plus insidieux que le corporatisme de la classe politique et potentiellement beaucoup plus dangereux. Oui, mais la théorie du complot, c'est aussi ce qui vous permet quelque part de dire que vous êtes innocent et de persister pour des années si vous le souhaitez. C'est ce que fera Nicolas Sarkozy, quel que soit le jugement, quel que soit le résultat du verdict en appel. De toute façon, Nicolas Sarkozy sera toujours victime d'un complot. Oui. Enfin, j'imagine, c'est aussi l'un des moyens de dire je n'avoue rien. Oui. Je ne parle pas de Nicolas Sarkozy en particulier, je ne connais pas l'affaire, évidemment. Mais en revanche, les hommes et les femmes politiques expliqueront toujours qu'ils sont victimes d'un complot, qu'on s'est payé leur scalp, en l'occurrence les magistrats se sont payés leur scalp. Ça vous permet aussi, toujours, en termes de communication, en termes d'image, de dire qu'à aucun moment vous n'avez fauté et qu'à aucun moment vous êtes quelqu'un de corrompu ou que vous êtes un criminel ou un repris de justice. Marine Le Pen a fait la même chose. François Fillon a fait la même chose. Oui. Voilà une affaire dont on ne parle plus, mais qui n'est pas si ancienne que ça. C'est moins de 10 ans, à aucun moment, alors que dès le premier jour, je sais bien qu'on est coupable que quand on a été jugé, dès le premier jour des révélations, il était évident qu'il y avait un énorme problème concernant François Fillon et l'emploi de son épouse en tant qu'assistante parlementaire. On est toujours victime d'un complot. Je trouve que c'est assez simple, finalement, comme stratégie. Les faits sont accablants, mais vous dites que non, ce n'est pas vrai. Voilà, mais donc ça veut dire que même quand on met les prévenus devant la réalité des faits, il y a une négation... Ça, c'est la construction d'une vérité alternative. Oui. Et c'est un grand moment de trumpisme. Eh ben voilà. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais introduire. Oui, bien Finalement, sûr. l'un des derniers à avoir avoué, c'était Jérôme Cahuzac. Dans la classe politique. Alors, il a mis du temps. Il a mis du temps, il a fini par... Il a mis du temps, mais effectivement, il a avoué. Je pense que aujourd'hui, c'est pas un jour funeste pour nous tous. Je pense que, encore une fois, les institutions ont fonctionné normalement et les affaires ont été traitées malgré les difficultés. Malgré la complexité du sujet, les affaires ont été traitées. Il y a une vérité judiciaire provisoire qui s'est fait jour. Les conséquences ont été tirées. Finalement, la justice a normalement fonctionné aujourd'hui et je ne vois pas du tout ce qu'il pourrait y avoir de funeste pour nous tous. On entendait tout à l'heure Marie Schuster s'exprimer sur les conditions de détention de Nicolas Sarkozy. Je vous propose de les découvrir avec Natalia Odicharia. Un sac, 2 volumes du Comte de Monte Cristo, une biographie de Jésus, quelques photos personnelles. C'est tout ce que Nicolas Sarkozy est autorisé à emporter avec lui. Ce mardi, l'ancien président de la République est incarcéré à la prison de la Santé à Paris, très probablement placé au quartier réservé aux personnes vulnérables, à l'abri, isolées, sous surveillance renforcée. Un régime déjà appliqué à d'autres personnalités politiques, l'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, est lui aussi passé par l'isolement dans cet établissement. Sa cellule, une pièce standard de 11 mètres carrés, un lit simple, une fenêtre scellée, des sanitaires intégrés. Pour des raisons de sécurité, une seule écharpe lui est autorisée, 1 mètre de longueur, pas plus. Mais Nicolas Sarkozy pourra recevoir la visite de ses proches 3 fois par semaine. Il aura aussi accès à un téléphone sur écoute avec une dizaine de numéros préenregistrés et des promenades seules à l'écart des autres détenus. Il pourra également avoir accès à une salle de sport, acheter des produits d'hygiène ou d'alimentation via un catalogue.
Dans une interview, Nicolas Sarkozy déclare vouloir profiter de ce temps pour écrire un livre sur cette expérience, mais pas sûr qu'il en ait le temps. Dès les premières heures de sa détention, ses avocats déposeront une demande de remise en liberté. La cour d'appel a 2 mois pour se prononcer. Gauthier, est-ce qu'on peut imaginer que Nicolas Sarkozy se serve de toute cette expérience ? Il y a cette phrase qu'il a prononcée, « Ils ont voulu me faire disparaître, ça me fait renaître ». C'était lors d'un entretien au Figaro. Est-ce qu'en prison, il se rasera le matin en pensant à un éventuel retour en politique ? Non, il ne se rase plus là déjà, non. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Hein. Bon, alors évidemment, ça peut être ça. Non, s'il fallait trouver un effet positif outre fait que c'est une décision de justice, on verra si elle est confirmée ou pas. Mais vous vous souvenez de l'affaire Botton, où nous avons quelqu'un qui a été condamné et qui, quand il est sorti de prison, a cité, a détaillé ce que le système carcéral avait représenté et qui, lui, avait été pas brisé, mais altéré non seulement dans sa réalité humaine, mais dans ses convictions aussi. Alors peut-être que ça aura, il faut pas non plus insulter l'avenir, peut-être que ça aura cette vertu-là. Je n'en sais rien, parce que on voit bien que la construction politique de Nicolas Sarkozy, c'est celle du rebelle, ce qu'il a toujours voulu essayer de faire croire, alors qu'au fond, c'est quelqu'un qui est un pur produit de cette, alors on va dire de cette droite bonapartiste, comme on dit dans les livres de politologie. Donc je ne sais pas ce qu'il peut en tirer. Le livre sera intéressant. Bon, à qui iront les droits d'auteur ? J'en sais rien, mais vous voyez, c'est tout cela, encore une fois, ce système carcéral, avec ses limites, avec les complications, avec le manque de financement, etc., c'est quelque chose qui frappe beaucoup de gens. Et voilà, on serait bien luné de le considérer plus longtemps. Alors s'il faut attendre une affaire comme celle de Sarkozy pour dire ouvrons les yeux et voyons ce que c'est que les 80 matelas sur le sol à la prison de la Santé, bah écoutez, tant mieux. Avec lui, il va emporter plusieurs livres, on l'a entendu, il y aura le Comte de Monte Cristo, on espère qu'il ne prépare pas une évasion quand même, mais plus sérieusement, ce livre, il n'a pas été choisi au hasard. Ben non, c'est là encore le symbole, il est fort, peut-être un peu presque trop fort. Hein. Oui. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais oui, tout le monde. On parle quand même d'un homme qui a été condamné à tort, voilà. Justement, et surtout, c'est ça qui est intéressant, qui revient pour se venger. Voilà. Et ça, on verra si il en reste à la première partie du Comte de Monte Cristo, ou si dans son livre, il prévoit, enfin, dans ce qu'il écrira, dans ce qu'il dira, il évoque aussi la seconde partie de ce qu'a vécu le personnage, en tout cas, du Comte de Monte Cristo. Et Jésus pour la Renaissance, alors. Jésus pour la Renaissance aussi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du choix des livres de Nicolas Sarkozy ? Là aussi, c'est important, quand on connaît le positionnement de Nicolas Sarkozy, de veiller à cette partie. Excusez-moi, je vois que des déterminismes là, mais la partie de l'électorat catholique, il va trouver ça extrêmement séduisant. Mais les paroles qu'il a tenues lui-même, il dit voilà, au contraire, ça me renforce, je renais. Est-ce qu'il aura le pardon ? Est-ce qu'il aura est-ce qu'il donnera l'absolution à ceux qui l'ont condamné ? Bon, mais encore une fois, tout cela, si vous voulez, quand on sort de la réalité, de ce qui amène à ce procès, à ce verdict, à cette condamnation, ou ce qui sera infirmé ensuite, c'est quand même quelque chose de très grave. Et là, vous voyez qu'on est quand même dans le domaine vous savez, comme sur les plafonds, il y a des moulures, des fois on dit tiens, elles sont jolies, mais enfin, je trouve que c'est assez indécent dans cette affaire. Alors vous me direz, c'est de la communication politique, très bien, mais là, l'utilisation qu'en fait Nicolas Sarkozy, il me semble, si vous voulez, que quand vous êtes condamné, il y a, même si vous estimez que c'est à tort, il y a presque une obligation d'humilité, un petit peu. Encore une fois, il y a des chances qu'il n'y reste pas très longtemps en prison, Nicolas Sarkozy. Alors on verra sur au moins 3 semaines après ses avocats. Sur ce qui est provisoire. Ensuite, il y aura l'appel. Et on dit beaucoup, on spécule sur le fait qu'il pourrait être définitivement relaxé en appel. Mais la solution inverse, elle est aussi envisageable. Savoir qu'il prend un risque. Encore une fois, le tribunal n'a pas condamné pour l'ensemble des chefs pour lesquels il était prévenu. C'est quelque chose qui pourra être discuté par le parquet général et pourrait aussi, c'est une autre possibilité, être condamné pour corruption et pour financement illégal de la campagne, ce qui n'avait pas été retenu par le tribunal.
Merci beaucoup, Eric Alt. Merci Stéphane Zumsteg et Gauthier Ribinski, mais aussi évidemment Christophe Dansette. C'est la fin de cette édition spéciale. On se retrouve à 11h pour un nouveau journal.